my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... What's the done, the done? On pourrait penser que les singes ont à peu près tous le même habitat et les mêmes habitudes, les mêmes mœurs et les mêmes occupations. Il n'en est rien. Selon le milieu qui les occupe, selon qu'ils vivent solitaires ou en groupe, le tableau est assez contrasté. Ainsi, nous allons voir qu'il existe de subtiles différences entre le magot du Maroc et son cousin, le macaque du Japon. Ce dernier vit sous des latitudes glacées. C'est le plus nordique de tous les singes. L'île de Honshu au Japon connaît des hivers très rudes que les macaques supportent stoïquement. Leur pelage touffu les aide bien entendu à supporter le froid, mais la nature leur offre en plus une compensation qu'ils semblent apprécier comme un don du ciel. Les bains chauds. Dans ces sources naturelles à 60 degrés, les macaques passent des heures pour s'y réchauffer, mais aussi pour des rencontres conviviales. Le bain est un must, un lieu d'échange où l'on peut tout à loisir s'épouiller. L'épouillage, une activité très précisément codée, une façon bien commode de communiquer. Il consolide les liens, apaise les tensions et se pratique dans une totale réciprocité. Remarquez le sérieux et la concentration de celui qui épouille. Il faut dire que ce genre de conversation tactile est un rite fondamental dans la vie sociale de beaucoup de primates. Trop rondement mené, il nuit parfois au bien-être zen. Mais il faut bien tolérer certains dérapages, sinon on est seul. S'épouiller soi-même procure visiblement moins de plaisir et surtout ne permet pas d'atteindre les zones accessibles au seul doigt d'un partenaire. Ces singes des neiges, les macaques japonais, vivent en petites communautés de 30 à 50 membres. Les mâles dominants se chargent de guider le groupe, de trancher les différends, de chasser les ennemis potentiels. Il y a aussi des mâles solitaires, souvent des jeunes ayant quitté leur clan natal pour s'intégrer à un autre clan. L'air de rien, ils observent, essaient de décrypter les relations qui unissent les membres du groupe et prennent un jour une place de dominant. À chaque instant ou presque, les mâles ont intérêt à se montrer tendres pour entretenir des liens privilégiés avec les femelles. Mieux ils s'occupent d'elles, plus grandes seront leurs chances d'être choisis comme partenaires sexuels le moment venu. Cette manie du toilettage a un avantage annexe très appréciable pour les macaques japonais. Les protéines contenues dans les poux et autres parasites complètent l'alimentation très pauvre de l'hiver. Quatre mois de neige parfois dans ces montagnes du Japon. Inutile alors de chercher la nourriture habituelle, feuilles, fruits, baies, insectes et araignées. Les macaques doivent se contenter de graines, de brindilles et de morceaux d'écorce gelée.
Quand elle erre en quête de nourriture, la bande est conduite par un groupe de mâles qui veillent sur toutes les femelles, les adolescents, les petits. Autour gravitent les jeunes mâles adultes qui aspirent à rejoindre la communauté. Tout le groupe se déplace ensemble, mais ensuite, pour la recherche des denrées disponibles dans l'espace choisi par les dominants, c'est chacun pour soi. On picore où l'on veut, ce que l'on peut. Si les macaques doivent déambuler à la recherche de nourriture et fouiller le sol pour la trouver, d'autres primates n'ont qu'à tendre le bras pour l'accueillir. De grands singes arboricoles qui nous ressemblent singulièrement et que l'on appelle d'ailleurs sur leur terre d'origine les hommes de la forêt, orang-outans. Nous sommes à 30 ou 40 mètres du sol, dans la jungle de Bornéo. Trapéziste, gymnaste, acrobate, qu'est-ce qui définit le mieux l'orang-outan vagabondant ainsi dans les frondaisons? Et d'où lui vient une telle aisance? De ses bras d'abord, plus longs que ses jambes et très souples. Le poids de son corps lui sert à ployer les troncs et les branches dans la direction désirée. Il est sûr de ses prises et pratique ses exercices de haut vol à longueur de vie. Enfin, il connaît bien la forêt. Malgré son poids, jusqu'à 90 kg pour les mâles, ce grand singe de la famille des pongidés est fort bien adapté à la vie dans les arbres. Ses mains et ses pieds, quasiment identiques, offrent des prises solides. À l'exception des femelles qui élèvent un petit, les orang-outans vivent seuls et ne descendent presque jamais de la canopée. Car c'est dans ces hautes sphères du territoire forestier qu'ils trouvent les aliments de base de leur régime végétarien. Satisfaire une curiosité subite, ramasser quelques friandises, aller régler un différend parfois, voilà à quoi visent leurs rares excursions au sol. Et elles restent aussi brèves que possible. Dans leur prodigieuse mémoire, ils ont une carte précise de leur forêt. Ils savent exactement à quelle date s'effectuera le mûrissage des fruits de tel arbre, selon sa situation dans la jungle. Et comme la fructification est éparse et aléatoire, ils se déplacent beaucoup. Ou bien, à défaut de fruits, ils se contentent d'une sélection de feuilles. Le feuillage est assez coriace à mâcher, ce qui explique, entre autres, que les orang-outans lèchent leur pelage pour y recueillir de la sueur ou de la rosée. Ainsi, la bouillie végétale devient plus facile à avaler. Les feuilles se mangent, se lèchent au petit matin lorsqu'elles sont couvertes de rosée et servent aussi à construire des nids. À chaque bivouac, un nid différent, très confortable. Toujours avec cette apparente indolence, les orang-outans passent leur journée tantôt à mâchonner des végétaux, tantôt à parcourir la canopée à la recherche de leurs arbres favoris qui sont disséminés dans la jungle. Tous les singes vagabondent en quête de nourriture, mais chaque espèce a sa manière. Il y a loin de Bornéo au Kenya et de la flânerie des orang-outans au nomadisme des babouins. Dans les plaines du Masai Mara, ce sont des babouins vert olive que l'on voit souvent déambuler.
Pour les bébés, la cueillette présente deux inconvénients. Elle perturbe les conditions de transport et accapare l'attention de leur maman. D'un autre côté, c'est un moment important. En imitant leur mère, les petits apprennent le b.a.-ba. Quelles plantes choisir, quand et comment les manger, etc. Voyager de cette façon, c'est moins fatigant et plus rassurant. Mieux vaut être perché lorsqu'on passe par exemple à proximité d'un des grands mâles de la troupe. Ils sont parfois agressifs. Ou encore quand on croise de parfaits inconnus comme ces mangoustes. Infiniment sociables, les babouins vert olive entretiennent de véritables liens d'amitié qui se font jour dans leur comportement. La manœuvre d'approche par excellence étant l'épouillage. Prochain arrêt, un champ de jeunes pousses et une nouvelle leçon de choses. À quoi bon apprendre la botanique quand on peut tout simplement téter? En plus, il n'y a pas que les plantes à connaître, mais aussi les insectes, les lézards, les petits mammifères inscrits au régime omnivore des babouins. Quel casse-tête! Les femelles ont un petit tous les 2 ans, objet de toute leur attention, car unique. Il est surveillé, protégé, choyé aussi par tous les autres adultes. Souvent, les jeunes babouins préfèrent s'amuser pendant les haltes. Mais mine de rien, par le jeu, on apprend encore. C'est le moyen d'assimiler les règles sociales, de découvrir sa place dans la hiérarchie, de définir ses droits et ses devoirs. Avec son réseau complexe d'interrelations, la société des babouins exige un système de communication précis, très élaboré et pas facile à décoder pour les novices. Des mâles dominants, le groupe en compte plusieurs, et ce pour une raison stratégique. Chez les babouins, la filiation est matrilinéaire. Et c'est-à-dire que les jeunes femelles restent avec leur mère toute leur vie, alors que les mâles s'en vont à l'adolescence. Résultat, les femelles sont si nombreuses dans le clan qu'un seul mâle ne saurait à lui seul évincer tous les rivaux et veiller sur tous les jeunes. Qu'un membre de la troupe découvre un arbre regorgeant de fruits et le réflexe grégaire des babouins se déclenche. Tout le monde vient se régaler, en respectant bien entendu l'ordre des préséances. Mais très vite, pour les jeunes, se gaver devient secondaire et profiter de ce nouveau terrain de jeu primordial. Tous les bébés et les adolescents de la grande famille des cercopithèques se livrent avec le même entrain à ces acrobaties. Prenons les macaques qu'on appelle magous. Ils sont nombreux dans les forêts du Maroc. Organisés en communauté, ils ont, tout comme les babouins, une vie sociale intense, avec sur fond d'harmonie des conflits quotidiens.
Ce sont eux aussi des mangeurs permanents qui errent toute la journée à la recherche de nourriture. Chez les magos, plus encore que chez les babouins, le petit est l'objet d'une attention continuelle de la part de sa mère. Il est même un pôle d'attraction pour tous les individus du groupe, adultes ou jeunes, mâles ou femelles. Ce qui fait de lui un adorable petit despote. Celui-ci ne mesure décidément pas le sérieux de l'épouillage, qui a certes un rôle hygiénique, mais remplit la fonction autrement plus importante d'assurer la cohésion sociale. L'exubérance physique des petits a sa raison d'être. Elle développe chez eux l'habileté à manipuler les objets comme les congénères. La femelle a un seul petit tous les 2 ou 3 ans. Elle s'occupe constamment de lui pendant 12 à 15 mois, mais n'est pas seule pour assumer cette tâche. Les mâles sont très prévenants envers les petits, même ceux dont ils ne sont pas le père. C'est plus ou moins intéressé. L'attention, la tolérance sont des critères de choix pour les femelles. S'ils veulent obtenir leur faveur, les mâles doivent se faire bien voir. Les guenons entretiennent des rapports amicaux avec d'autres femelles, souvent de leur lignée. Avec des mâles aussi, ceux-là même qui les aident à s'occuper de leur progéniture. L'amitié se manifeste à tout instant, par le toilettage et par toutes sortes de tendresses. Les jeunes magots parviennent toujours à se faire une place dans ces rapprochements intimes. Espiègles, exigeants, assommants sans doute, ils n'en sont pas moins l'avenir de la communauté et on leur pardonne tout. Les frères, sœurs et cousins sont moins cléments, en particulier dans le jeu, cet apprentissage des règles politiques et sociales qui comprend toutes sortes d'épreuves. Des journées entières dans les arbres. Voilà à quoi se résume l'apprentissage par lequel l'orang-outan devient adulte. On est vraiment aux antipodes de l'agitation frénétique des babouins et des macaques. Ici, on goûte la vie au ralenti, dans un monde où il n'y a ni endroit ni envers. Quatre longs doigts, avec un pouce opposable formant des crochets de suspension. Voilà qui explique la capacité de l'orang-outan à rester sereinement pendu par une main. L'aisance développée dans les exercices en solo est bien utile lors des rencontres. Surtout, on le verra, des rencontres amoureuses. Ces adolescents n'en sont pas encore là, mais on devine dans certains de leurs gestes le prélude aux jeux amoureux. En haut, la jeune femelle. En bas, un mâle, reconnaissable à sa carrure et à ses bajoux naissantes.
On ignore les règles de leurs ébats, mais on peut supposer que comme tous les jeux, ils entraînent leur lot de bisbilles et de désaccords. Les deux joueurs se sont retrouvés quelques arbres plus loin. Pose détente, espièglerie, concours de positions acrobatiques. Pour nous, il y a moult interprétations possibles. Les trapézistes, quant à eux, doivent se demander ce que peut bien signifier la mimique de la femelle qui les observe depuis la branche d'en face. Hostilité ou sympathie? Qu'importe après tout. Leur numéro est loin d'être fini. Il est rare que ces plaisirs ludiques tournent mal chez les pacifiques orang-outans. Alors que dans les tribus de babouins au Kenya, le jeu dégénère presque systématiquement. À cause de la complexité de leur rapport hiérarchique, la limite entre l'amusement et la compétition est assez mince. Et très souvent, ce qui a commencé comme un jeu de chat ou une partie de catch finit par tourner au vinaigre. Il faut croire que la tension générée par ces chamailleries est contagieuse, car voilà que des mâles adultes commencent à s'énerver. Un mâle doit jouer plusieurs cartes pour arriver au sommet. La ruse, pour tisser des alliances avec d'autres mâles, la manipulation et au besoin l'agressivité, afin de faire progresser sa carrière. Cela ressemble à s'y méprendre à de la politique. Il arrive aussi que des querelles éclatent entre les guenons, même si la place de chacune dans la hiérarchie est plus clairement établie que chez les mâles. L'enjeu de la dispute est bien souvent un petit. Une fois assis en haut de l'échelle sociale, un mâle dominant bénéficie de tous les avantages. Nourriture à foison, femelle à gogo et nombre dépouilleurs et dépouilleuses aux petits soins pour lui. En contrepartie, il assure la protection des petits. Tout ce réseau d'arrangements, d'amitié et de rapports de force exige un système de communication assez pointu. Des cris, des mimiques, des postures. Entre autres, celle-ci, la présentation. Exposer à l'autre son derrière peut être aussi bien une invite sexuelle qu'une manière d'apaiser un conflit ou d'affirmer une position hiérarchique, tout comme l'épouillage. Les champions dans ce domaine sont sans conteste les magots du Maroc. Toutes les combinaisons, toutes les figures de style sont possibles, pourvu que l'on observe les règles de partage et de réciprocité. Les magots n'épouillent jamais à la va-vite. Ils y mettent un zèle quasi religieux.
Chacun à son tour présente complaisamment n'importe quelle partie de son anatomie au toiletteur, qui en déloge les peaux mortes, les tiques, les poux et autres suceurs de sang. Le moindre centimètre carré de peau sera passé au crible. Chercher la petite bête devient vite une obsession. Et dès qu'on parle de poux, non seulement l'épouillage sert de ciment social, mais il va même indirectement jusqu'à favoriser la fécondité. Des études montrent que se faire toiletter entraîne chez le bénéficiaire la synthèse de l'hormone du bonheur, une endorphine qui apaise le stress, et que, moins stressées, les femelles sont plus aptes à procréer. Les magots mâles s'occupent des bébés bien plus intensément que les autres singes. On en voit communément se réunir, comme ici, autour d'un petit avec lequel ils ont un lien de parenté, dans une sorte d'adoration qui se traduit par de curieuses mimiques. Autre cas de figure. Cette fois, aucun lien de parenté entre le petit et les deux adultes. Ces derniers sont à couteau tiré. Et ce bébé va leur servir à faire la paix. Grâce à lui, le conflit sera désamorcé. Le jeune magot est vraiment un individu à part entière. Et ce, dès les premiers jours de son existence. Pour cela, il faut un moyen de l'identifier. En le flairant sous toutes les coutures, les membres de la troupe se constituent une véritable carte d'identité olfactive du petit. Les bras les plus douillets restent quand même ceux de la maman. 2 mois d'allaitement, c'est la règle. Ensuite, même si le petit mange comme les grands, il a le droit de tétouiller jusqu'à l'arrivée de la portée suivante, soit environ 1 an plus tard. Chez les macaques et les cercopithèques en général, le couple mère-enfant n'est jamais isolé. Chaque petit magot a pour parent l'ensemble du groupe, qui veille jalousement sur lui comme sur un trésor. Il n'en est pas du tout de même chez les orang-outans, les plus solitaires de tous les grands singes. Il n'y a de place pour personne entre la mère et son bébé. Leur relation fusionnelle s'explique. Pour la survie de leur espèce, les orang-outans ont adopté une stratégie, misant tout sur quelques petits, bien soignés et bien portants, ce qui suppose une attention continuelle. 1,5 kg à la naissance, le double à 6 mois, et à son premier anniversaire, il atteindra environ 7 kg. Pour apprendre à devenir grand, résistant, autonome, le petit a besoin de 7 ans. Il n'y a qu'une chose qu'il sache faire à la naissance, mais une chose essentielle, s'agripper des mains et des pieds au pelage de sa mère. Les lois de l'équilibre, le bébé orang-outan les découvre d'abord en tant que passager,
lors des grandes traversées de la canopée. Pourvu qu'il se cramponne de ses 4 mains à la fourrure de sa mère, tout se passera bien. Chaque femelle dispose d'un territoire de plusieurs kilomètres carrés, où elle vit avec son bébé et parfois son précédent rejeton. Elle en a un environ tous les 4 ans, tous les 8 ans pour certaines. Les rencontres sont rares et se soldent d'ordinaire par quelques grimaces de crainte. Après ces longs mois passés à califourchon sur sa maman, le jeune est pris vers 2 ou 3 ans d'une envie folle d'explorer par lui-même les jeux d'équilibre et de voltige. Il lui faudra s'initier aussi, mais c'est pour bien plus tard, au jeu de l'amour. Les orang-outans s'y impliquent avec une intensité que l'on ne retrouve chez aucun autre animal connu. Ce mâle ne semble guère pressé d'arriver à son rendez-vous amoureux. Pourquoi abandonner sa nonchalance coutumière? Il a même décidé de laisser sa partenaire le rejoindre. Une réelle inventivité dans les jeux érotiques, servie par une souplesse permettant toutes les fantaisies. L'évolution leur a donné 4 mains pour circuler à leur aise dans les arbres. Mais ces mains peuvent faire bien d'autres choses. Les orang-outans s'en servent beaucoup dans leurs ébats, et de leur bouche aussi. Les macaques du Japon gardent la sensualité pour les bains. Eux s'accouplent brièvement, mais souvent. C'est indispensable pour déclencher l'ovulation.
De toute façon, les préliminaires sont moins utiles puisque les partenaires se connaissent parfaitement. Quand une femelle est en chaleur, ce qui est visible à la rougeur de son arrière-train, les mâles dominants l'honorent chacun à leur tour. Les conflits surviennent quand les jeunes mâles qui gravitent autour du groupe veulent tricher et s'accoupler furtivement avec ces femelles disponibles. Tant d'excitation incite les mâles juvéniles à tenter eux aussi leur chance. Plus les rapports sociaux sont complexes, plus les choses se corsent. Reprenons le chemin du Masai Mara pour observer les amours des babouins. Ils obéissent à toutes sortes de codes incontournables. S'il a des vues sur une guenon, un mâle doit d'abord se faire apprécier comme compagnon pendant un certain temps. Alors seulement, celle-ci lui donnera la préférence quand elle sera en chaleur. C'est encore plus difficile pour un nouveau venu dans la troupe. Même s'il a fait sa cour dans les règles, en se montrant attentionné envers le rejeton de celle qu'il convoite, la guenon peut le faire languir pendant des semaines. En plus, il y a les mâles dominants, solidement établis qui voient d'un mauvais œil l'arrivée de concurrents plus jeunes. Contrairement aux femelles qui réaffirment régulièrement leur statut par des gestes et des postures, les mâles ont des rapports hiérarchiques moins stables. Et quand les guenons sont en chaleur, les bagarres entre rivaux se multiplient. Ce pugilat a désorganisé et affolé toute la colonie. Même les mâles dominants s'inquiètent de voir leurs troupes se disperser dans toutes les directions. Les orang-outans n'ont pas besoin d'autant d'agitation pour assurer leur avenir. Sans trop avoir à se battre avec ses rivaux, le mâle adulte développe un domaine d'influence, jouxtant les territoires de plusieurs femelles qu'il féconde quand il les sait disponibles. Pour lui, perpétuer l'espèce se limite à ça. Tout le reste incombe à la femelle. C'est elle qui veille sur le bébé et lui dispense 6 ans d'une patiente éducation. Comment construire chaque soir son nid dans la canopée? Comment identifier les quelques 300 sources de nourriture possibles? Ou trouver les bons arbres à l'instant parfait de leur mûrissage? Les orang-outans sont parfaitement adaptés à leur environnement, mais celui-ci n'est plus aussi sûr qu'autrefois. Que deviendront ces grands singes lorsque leurs forêts terriblement menacées à Bornéo auront disparu? Une année a passé dans notre tribu de macaques du Japon qui s'est enrichie de 6 individus. L'hiver est revenu sur l'île de Honshu. Il est temps d'aller se réchauffer aux sources fumantes. Les adolescents sont bien les seuls à se réjouir du retour de la neige, qui de nouveau va poser à tout le groupe des problèmes pour se nourrir. Les nouveau-nés, eux, découvrent un monde tout différent de celui où ils ont vu le jour. Ce tapis blanc qui semble si froid. Heureusement qu'ils n'ont pas à mettre pied à terre.
En attendant les fruits, les fleurs et les champignons qui reviendront au printemps, les macaques de l'île de Honshu se contentent de leur régime de survie. Heureusement, la rivière qui traverse le territoire de cette troupe héberge quelques mollusques que les macaques iront pêcher en aval dans les eaux plus calmes. Les jeunes passent leur temps à gambader et à se faire des niches. Et dans leur chamaillerie se glissent parfois des simulacres d'accouplement, moyen classique d'apaiser les conflits. Les regards méditatifs des macaques des neiges, leurs longues étreintes, résument en peu d'images notre parenté avec les grands singes. C'est l'un d'eux que des chercheurs ont surpris voilà 40 ans au sud du Japon à laver des patates douces dans l'océan pour les manger. Son exemple fut suivi par d'autres membres de la tribu et perpétué au fil des années. On a alors avancé le terme de culture animale, qui dérange encore beaucoup, puisqu'il sous-entend que nous n'aurions pas le monopole de la culture. À la lumière des dernières recherches, on découvre que les primates ne sont plus des caricatures des humains, mais bien des membres à part entière de notre famille, avec leurs particularités et leur dignité. D'ailleurs, au Japon, on fait preuve d'une grande humilité devant notre proche cousin. On le tient en si haute estime qu'on l'appelle respectueusement Osaru-san, Monsieur le singe. La série Tendresse animale reprend demain. Dans la forêt, nous saurons comment s'aiment par exemple les canards et les busards. Pour l'heure, tous au cinéma. Voici Le chef de gare de Thomas McCarthy, une comédie mélancolique sur la solitude d'un chef de gare pas comme les autres. My answer, if I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my, what's the done, the done?